Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Fraternisation. Camarades. Il faut qu'aujourd'hui les travailleurs allemands et italiens sous l'uniforme soient sûrs que, lorsqu'ils reprendront la lutte révolutionnaire, ils ne trouveront pas en toi un adversaire mais un camarade de combat. Il faut fraterniser avec eux, leur parler toutes les fois que c'est possible. Il faut leur expliquer que nous aussi nous avons été vaincus, mais que nous voulons comme eux la mort du capitalisme. Au lieu de passer notre temps à nous accuser les uns les autres d'être des lâches, et de n'avoir pas su faire la révolution dans notre propre pays, il faut cette fois la faire ensemble, contre l'ennemi commun. Cette citation, parue dans le journal trotskiste La Vérité le 30 juillet 1943, contraste avec l'image usuelle de la résistance qui prévaut en France. En effet, d'un point de vue français, résister ne consiste certainement pas à appeler à la fraternisation avec les soldats d'une armée ennemie, mais plutôt à bouter l'envahisseur nazi hors de France, les armes à la main. Cette grille de lecture des événements, qui peut paraître simple et claire de prime abord, ne va pourtant pas s'en poser de difficulté dès lors que l'on change de perspective dans la mesure où le citoyen allemand de son côté n'a pas à se battre contre un conquérant. Pour lui, résister implique avant tout de remettre en question l'ordre établi puisqu'il s'agit de lutter contre son propre État et contre les institutions, à l'origine démocratique, de son pays. Dès lors, les cartes se brouillent, les définitions se complexifient et une multitude d'interrogations surgit. De fait, la résistance germanophone questionne obligatoirement les mécanismes d'exercice de la démocratie et le rapport au pouvoir établi. En février 1943, Hans Scholl, arrêté à Munich pour avoir distribué des tracts remettant en question le national-socialisme, a lui aussi mis en balance les questions de légitimité et de légalité lorsqu'il s'est demandé s'il avait le droit de trahir les lois de son pays. À partir de quel moment doit-on dire non ? Dans quel cas le recours à la violence et à l'illégalité peut-il être légitimé ? Et surtout, quel projet de société promouvoir pour éviter dans le futur le retour d'un phénomène comparable au nazisme ? On le voit bien, l'étude de la résistance germanophone se révèle passionnante en ce sens qu'elle poursuit le dialogue d'Antigone et de Créon à l'époque moderne. Pourtant, ce sujet continue d'être délaissé et méconnu de telle sorte que l'engagement des résistants allemands et autrichiens en France est réduit à l'échelle individuelle, ou à un simple travail de renseignement pour la résistance française. Ainsi, au mieux on entendra parler de Gerhard Léo et de ses faits de guerre dans le maquis Jean Robert, ou encore du Comité Allemagne Libre pour l'Ouest, CALPO, créé à l'été 1943. Quant aux journaux ou aux tracts anti-nazis rédigés en allemand, ils ne sont évoqués que de manière succincte et laconique puisqu'on apprend seulement qu'ils s'adressent aux soldats allemands. Que révèlent donc ces sources inexploitées sur l'évolution des groupes de résistance germanophones actifs en France et se réclamant essentiellement du courant marxiste ? On constate tout d'abord que cette résistance est loin d'être monolithique puisque trois courants distincts sont actifs. En premier lieu les organisations initiées par les partis communistes, à savoir le TA, Travail allemand, de 1941 à 1943, puis le CALPO de 1943 à 1945, regroupant environ 500 militants en tout. En deuxième lieu, un groupe de communistes révolutionnaires, Revolutionär Kommunisten, RK, de 1939 à 1944, autrichienne, en désaccord d'un côté avec la Troisième Internationale et Staline et de l'autre avec les trotskistes, et en troisième lieu, une trentaine de militants trotskistes qui, de leur côté, constituent un troisième réseau à Paris et à Brest de 1943-1944. Sur le terrain, ces différents groupes sont rivaux. Leur histoire, le plus souvent racontée par d'anciens acteurs et témoins, s'inscrit donc dans un contexte de concurrence des mémoires et doit être considérée avec circonspection. Afin de parvenir à une meilleure connaissance de ces groupes, et pour minimiser ces écueils potentiels, les sources primaires sont donc indispensables. Nous souscrivons à l'affirmation de l'historien français Olivier Viviorca, qui considère le journal comme un lien unissant des individus, qui unifie un mouvement dont les membres s'ignorent entre eux. Ainsi, un document illustre avant tout le positionnement d'un groupe et donc les choix politiques qu'il assume,
ce qui suppose que nous devons nous pencher non seulement sur les spécificités de son contexte d'élaboration mais aussi sur les motivations de ses auteurs, sur l'histoire de leur propre engagement et celle de leur groupe, même longtemps avant la guerre. Penchons-nous à présent sur les grands débats qui ont traversé les courants marxistes à partir des années 1920, et notamment sur les questions liées aux relations avec la Troisième Internationale communiste. Partie 1. Les réseaux communistes alignés sur Moscou. Acceptation, résignation et rébellion des militants face à la politique de la Troisième Internationale. Dans le manifeste du Parti communiste, Marx et Engels appellent les travailleurs de tous les pays à se désolidariser des intérêts de leur propre bourgeoisie et à instaurer une solidarité du mouvement ouvrier pour mener ses propres luttes et détruire le capitalisme. Cette logique internationaliste exclut les revendications purement patriotiques. Seuls comptent les intérêts de l'ensemble du mouvement, que l'on doit distinguer des contingences liées à un seul pays ou à un État en particulier. Mais en même temps, Marx et Engels admettent que les contextes nationaux nuancent les luttes prolétariennes. Pour la période qui nous intéresse, la coordination des actions à l'échelle internationale est assurée par la Troisième Internationale, également appelée Internationale communiste, IC ou Comintern. Créée en mars 1919 et basée à Moscou, elle est dissoute le 15 mai 1943. On peut la définir de deux manières différentes. La première consiste à la concevoir comme une sorte d'état-major déterminant et synchronisant les prises de position politiques des sections nationales des partis communistes. La deuxième interprétation la décrit plutôt comme un simple appendice technique du Parti communiste pansoviétique bolchevique, PCPB. En réalité, si l'influence de l'URSS semble prédominante et bien que la nature démocratique de l'organisation périclite jusqu'à cesser complètement, les structures de l'international continuent à avoir un fonctionnement spécifique. Au cours des années 1930, on peut se demander si la Troisième Internationale parvient à mettre la théorie internationaliste en pratique en conciliant les intérêts de ses sections nationales avec ceux du mouvement communiste et ceux de l'URSS. Cet État se considérant comme la patrie des travailleurs, le devoir des communistes se confond-il avec l'exportation de son modèle ou de son influence ? La grande majorité des Allemands et des Autrichiens qui constituent la résistance germanophone en France se sont certainement posé ces questions puisqu'ils sont déjà engagés politiquement avant leur exil. Ils arrivent donc en France avec une culture idéologique, une expérience militante et un réseau lié à un lieu, voire un milieu et à un contexte donné. Connaître les évolutions théoriques et pratiques des mouvements se revendiquant du marxisme dans les années 1930 est crucial pour mieux appréhender les enjeux des textes qu'ils produisent durant la Seconde Guerre mondiale. L'objectif de ce chapitre consiste à mettre en relation la théorie avec la réalité vécue par les individus, pour mieux comprendre la complexité des motivations, des logiques d'argumentation et des objectifs qui apparaîtront dans leurs textes. Avant de spécifier la diversité des situations, au cours des années 1930, des partis et des groupuscules d'obédience communiste qui interviennent dans notre recherche, il est toutefois utile de rappeler le rôle dévolu au Parti communiste, ou encore la fonction exercée par Dimitrov en tant que secrétaire général du comité exécutif de la Troisième Internationale. La politique de la Troisième Internationale à l'origine d'une concurrence à l'intérieur du mouvement communiste, de 1933 à 1939. L'abandon progressif du principe d'internationalisme. Au début des années 1920, le principe d'internationalisme qui avait présidé à la création de la Troisième Internationale est remis en question. L'ère stalinienne se caractérise en effet par un processus de accent aigu et s'internationalisation. Les élans révolutionnaires s'atténuent en Europe. Les dirigeants de la Troisième Internationale ne cautionnent plus les soulèvements populaires, ni le principe de classe contre classe qui consistait à s'opposer de manière frontale à la classe dominante. Désormais, les partis communistes envisagent de s'allier à d'autres forces politiques. Cette réorganisation de la Troisième Internationale se reflète sur le plan idéologique. La question nationale apparaît dans l'argumentaire comme un moyen pour réaliser des coalitions avec d'anciens adversaires politiques. L'objectif est triple.
les ménager ouvertement, s'approprier leur propre mot d'ordre pour séduire une partie de leurs adhérents, ce qui peut éventuellement créer une scission dans leur propre rang et remporter rapidement des élections. En 1929, la crise économique accroît le chômage et entraîne un afflux d'adhérents vers les partis communistes qui se transforment en organisations de masse. De 1928 à 1935, le nombre de militants double presque et la Troisième Internationale passe de 65 à 76 sections nationales, ce qui présente des difficultés sur le plan organisationnel. Selon le mode opératoire habituel, appelé centralisme démocratique, les représentants des différentes sections nationales siègent à Moscou. Ils reçoivent des informations transmises par les niveaux subalternes, élaborent des consignes et en retour, les transmettent par les mêmes voies. Confrontés à un tel ordre de grandeur et à la diversité des situations nationales, le maintien d'un tel fonctionnement devient de plus en plus difficile à tenir. La solution envisagée consiste à autonomiser les échelons inférieurs, en créant davantage de relais par exemple. C'est précisément la fonction des écoles internationales destinées à la formation des cadres qui intègrent en priorité les militants issus de pays dans lesquels le Parti communiste est illégal. Après avoir été admis à la scolarité, ces derniers reçoivent une formation théorique et pratique à Moscou. Ils sont chargés, une fois rentrés chez eux, de retransmettre la politique de la Troisième Internationale. Le 6 octobre 1934, Dimitrov, accusé par les nazis d'être l'un des incendiaires du Reichstag en 1933, adresse une lettre à Staline dans laquelle il critique la direction de la Troisième Internationale et préconise l'intervention directe de Staline et de son bureau politique. Selon lui, chaque section nationale devrait viser 3 objectifs. Décider de sa propre ligne politique sans avoir besoin de consulter Moscou, tout du moins pour les questions quotidiennes, former des cadres et élaborer une organisation clandestine. Cette évolution dans le fonctionnement de la Troisième Internationale semble être liée à la montée du nazisme et des fascismes, que les militants communistes ne parviennent pas à enrayer. Dimitrov est persuadé que cette décentralisation permettra de mieux appréhender la diversité et la complexité des situations locales, tout en assurant davantage d'échanges entre les cadres et la base. Le 25 octobre 1934, Staline approuve ces nouvelles directives, ce qui se traduit, lors du 7e congrès de la Troisième Internationale de 1935, par le transfert de la direction des partis à chaque comité central, et accentue les responsabilités des bureaux politiques nationaux. Alors que les décisions étaient jusque-là prises en commun lors de réunions au sein d'une instance internationaliste, les relations deviennent désormais bilatérales car les partis communistes communiquent directement avec les dirigeants, en grande majorité soviétiques, de la Troisième Internationale. Les répercussions de l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933 sur le KPD. Malgré l'émancipation des bureaux nationaux, le point 16 des 21 conditions d'admission à la Troisième Internationale stipule que toutes les décisions des congrès de l'Internationale communiste, de même que celles du comité exécutif, sont obligatoires pour tous les partis affiliés à l'Internationale communiste. Autrement dit, si chaque section nationale bénéficie d'une certaine autonomie à partir de 1935, elle doit toujours se plier aux décisions prises par le comité exécutif de la Troisième Internationale, décisions qui sont en théorie élaborées avec un représentant de la nation concernée. Mais qu'advient-il si les instances dirigeantes évaluent mal une situation ? Ce sont précisément ces erreurs d'analyse et donc de stratégie qui induiront en erreur le KPD, l'un des plus puissants partis communistes d'Europe. De fait, le 10 avril 1932, en Allemagne, le maréchal Paul von Hindenburg est réélu à la présidence, ce qui précipite la fin de la République de Weimar. Hindenburg charge Franz von Papen, son successeur au poste de chancelier, de former le nouveau gouvernement avec l'appui de Hitler à la tête du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP. Lorsqu'Hitler arrive au pouvoir en Allemagne en janvier 1933, le KPD adopte une attitude attentiste qu'il qualifie de repli stratégique. Sous l'influence des analyses émanant de la Troisième Internationale, le KPD présume que le phénomène national-socialiste disparaîtra rapidement et même que la situation tournera à son avantage. En aggravant le mécontentement populaire,
le nazisme est censé accélérer le déclenchement d'une révolution. Mais cette réaction peut donner l'impression d'une attitude passive, comme si la défaite avait été acceptée sans livrer le moindre combat. Les militants du KPD divergent quant à la conduite à suivre, ce qui provoque des dissensions internes. L'évaluation erronée du danger nazi ainsi que cette remise en question par des militants communistes expérimentés peuvent expliquer que la priorité du KPD, et des organisations communistes en général, ne soit pas le combat contre le national-socialisme mais l'élimination de tous les contestataires qui figurent dans leur propre rang. Venons-en à présent à la présentation du KPE afin d'analyser de quelle manière le parti autrichien, contrairement à son homologue allemand, parvient à tirer avantage de la situation pour multiplier son nombre d'adhérents. La radicalisation de l'austrofascisme de 1932 à 1934 et les forces d'opposition clandestines. Avant de nous pencher sur la réaction du KPE, rappelons brièvement le contexte autrichien. Deux étapes marquent l'histoire de l'austrofascisme qui se caractérise par son catholicisme d'État et son autoritarisme. Dans un premier temps, comme nous allons le voir, le chancelier Engelbert Dollfuss supprime progressivement les institutions démocratiques et se rapproche de l'Italie fasciste. Cette alliance est censée montrer que l'Autriche est en mesure de mener une politique indépendante et qu'elle échappe à l'influence allemande. Dans un deuxième temps, Kurt Schuschnigg, successeur de Dollfuss au poste de chancelier, accentue le caractère dictatorial du régime autrichien et modifie les alliances internationales en cédant aux exigences d'Adolf Hitler. En mai 1932, en Autriche, Dollfuss accède au poste de chancelier. Cette période correspond à un changement très concret sur le plan individuel puisque les militants communistes établissent un parallèle avec les événements en Allemagne, à savoir l'accession au pouvoir de Hitler à la fin du mois de janvier 1933, l'incendie du Reichstag en février 1933 et plus tard, en septembre 1933, le procès des militants communistes accusés d'en être les incendiaires. Dès lors, ils organisent la poursuite de leurs activités dans la clandestinité. Après la dissolution du Parlement autrichien en mars 1933, seul le Parti social-démocrate des travailleurs, Sozialdemokratische Arbeiterpartei, SEDAP, reste légalement autorisé, tout du moins dans un premier temps. Les autres partis d'opposition sont interdits, comme le KPE en mai et le Parti national-socialiste autrichien, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSDAP, en juin. En septembre, Dollfuss affirme encore une fois son opposition aux nazis autrichiens et allemands en déclarant avoir comme objectif la création d'un État fasciste à l'image de l'Italie. Le 12 février 1934, à Linz, en Autriche, la police tente de saisir les armes de la Ligue de protection républicaine, Republikanischer Schutzbund, l'organisation paramilitaire du SEDAP conservée au siège local du parti. Les partisans du Schutzbund s'y opposent et ripostent. De même, à Vienne, les militants socialistes prennent les armes par solidarité et se retranchent dans des quartiers ouvriers comme les bâtiments du Karl-Marx-Hof. Certains RK comme Joseph Hindels, membre dirigeant des RK et théoricien du groupe jusqu'en 1939, et Georg Scheuer, futur dirigeant des RK en France, sont témoins de combats de rue. D'autres y participent, comme Gustav Gronich, futur militant RK en France, qui défend les barricades ouvrières sur le pont de Cagnes à Vienne. 3 jours plus tard, le 15 février 1934, l'armée finit par écraser les soulèvements. Dollfuss interdit le SEDAP le 16 février et destitue les élus de leur mandat. L'historien autrichien Winfried Garscha explique l'importance des événements de 1934 dans le monde ouvrier autrichien. Les événements de février 1934 et la lutte contre la dictature austrofasciste ont laissé dans la mémoire de beaucoup de militants ouvriers des traces plus profondes que les événements de mars 1938. Ce déplacement de la perspective découle du fait que ces ouvriers vécurent le mois de février 1934 comme leur propre défaite, alors que le mois de mars 1938 était la défaite de leurs oppresseurs. Dans un témoignage ultérieur, Scheuer rappelle qu'il s'agit là de la première révolte en Europe depuis la vague révolutionnaire qui avait conclu la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années.
Les événements de 1934 constituent en effet une rupture dans l'histoire autrichienne comme en témoigne la promulgation par Dollfuss, le 1er mai 1934, d'une nouvelle constitution, la Mäverfassung, instaurant un régime corporatiste. Il durcit également sa politique envers les opposants, ce qui accentue encore davantage les tensions et conduit à une tentative de coup d'État par les nazis. En effet, peu de temps après la nuit des longs couteaux en Allemagne, le 25 juillet 1934, les nazis autrichiens tentent de s'emparer du pouvoir et assassinent Dollfuss. Loin d'apaiser la situation, cette action aboutit à l'avènement de Kurt Schuschnigg au poste de chancelier qui poursuit l'instauration d'un régime autoritaire. Contrairement à son prédécesseur, il est favorable à un rapprochement avec l'Allemagne nazie. Si ce nouveau positionnement politique est favorable au NSDAP autrichien, il n'en va pas de même pour les groupes de gauche qui d'une part sont de plus en plus menacés et qui d'autre part, traversent alors une période de profond changement. Résumons ici brièvement leur situation, au lendemain des événements de février 1934. En Autriche, la gauche compte alors 3 principaux groupes clandestins: les socialistes révolutionnaires, Revolutionärsozialisten (RS), le Parti communiste autrichien, dit Kommunistische Partei Österreich (KPE) et la Ligue de combat Kampfbund. Après l'interdiction de leur parti, les sociodémocrates du ZDAP deviennent les socialistes révolutionnaires, Revolutionärsozialisten, et sont également rejoints par un petit groupe de dissidents, les bolcheviks léninistes, Bolchewiky Leninisten (BL). Contrairement à la période antérieure à 1934, ce nouveau regroupement ne représente toutefois plus qu'une force insignifiante. De fait, les événements de février 1934 modifient profondément la situation des groupuscules de gauche car un grand nombre d'anciens militants sociodémocrates s'engagent alors auprès du KPE qui devient l'organisation clandestine de gauche la plus importante numériquement. À l'instar de son homologue allemand, le KPE, malgré son succès récent, n'est cependant pas épargné par des tensions internes. En effet, Joseph Frey en a été exclu avec 200 autres militants pour être entré en contact avec Trotsky. Il a alors fondé le KPE Opposition qui devient, en février 1934, la Ligue pour la libération de la classe ouvrière, Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse (KB). Son orientation est alors clairement trotskiste. Le tournant du Front populaire et le 7e congrès de la 3e internationale en 1935. Une nouvelle stratégie initiée en France entre 1934 et 1935, le Front populaire. La situation du PC, SFIC, diffère complètement de celle du KPD et du KPE. Lors du congrès de Tours de la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, en 1920, des militants socialistes se désolidarisent pour créer la section française de l'Internationale communiste, SFIC. En 1921, la section est rebaptisée Parti communiste PC. Dans notre texte, l'acronyme PC-SFIC désigne le PC français de 1921 à 1943, date à laquelle il devient le PCF. Au début des années 1930, le PC, SFIC, se livre à l'expérimentation d'une nouvelle stratégie, celle du Front populaire. Contrairement au KPD et au KPE, le PC, SFIC, reste légal et en profite pour augmenter son nombre d'adhérents. Au début des années 1930, la 3e internationale s'oriente vers une opposition large et frontale à l'Allemagne nazie. À cette fin, la base doit compter le plus de militants possible en vue d'actions unifiées. Ainsi, en France, Thorez, secrétaire du PC SFIC, se rapproche des socialistes français. Le 12 février 1934, les syndicats et les partis de gauche se réunissent pour organiser des manifestations contre le fascisme. Thorez pérennise cette coopération en signant alors le premier pacte d'unité d'action, le 27 juillet 1934. Cette démarche, qui avait suscité des doutes, rencontre finalement l'approbation de la 3e internationale lors de son 7e congrès en 1935. Le KPD perd dès lors son statut exemplaire au profit du PC, SFIC, désormais considéré comme le modèle de cette nouvelle stratégie de Front populaire. Afin d'apparaître comme légitime pour promouvoir un vaste rassemblement, le PC, SFIC, s'approprie des valeurs habituellement employées par la bourgeoisie, c'est-à-dire la classe dirigeante et conservatrice. Les dirigeants de la 3e internationale imposeront bientôt ce fonctionnement à l'ensemble du mouvement communiste,
ce qui provoquera des scissions internes à l'intérieur même du KPD, et des oppositions comme celle des trotskistes et des RK. Ce n'est pas le cas du KPE qui voit dans cette nouvelle orientation l'opportunité de revaloriser la question nationale autrichienne. La théorie de la question nationale autrichienne. Si l'évolution de la politique de la Troisième Internationale pose des difficultés aux trotskistes, aux RK et au KPD, il n'en va pas de même pour le KPE qui profite de cette dynamique pour s'unir davantage et pour gagner de nouveaux militants malgré sa situation illégale. Mais un facteur est déterminant: la façon dont le KPE va faire valoir ses droits en tant que représentant d'une nation à part entière. Or, un problème se pose d'emblée car Engels nie l'existence d'une nation autrichienne. Il affirme en effet que l'Autriche n'existe pas comme une nation indépendante et spécifique, notamment parce qu'il assimile son peuple à celui de l'Allemagne. Mais cette idée ne fait pas l'unanimité chez les marxistes autrichiens. C'est par exemple le cas en 1907 avec Otto Bauer, qui participe au développement du courant austro-marxiste. De la même manière, en 1937, le journaliste Alfred Klar tente de promouvoir l'indépendance de l'Autriche comme une suite logique de son histoire. En fonction de leurs intérêts immédiats, le KPE et les dirigeants de la Troisième Internationale oscillent entre ces deux conceptions opposées. Face à la montée du nazisme, l'URSS a tout intérêt à affaiblir l'Allemagne et donc à promouvoir l'indépendance de l'Autriche. Le 11 mai 1936, Dimitrov convoque Johann Köpenick, secrétaire général du KPE, à Moscou, et lui intime l'ordre de réaliser un front populaire. 2 mois plus tard, Schuschnigg et Hitler signent les accords de juillet 1936 qui laissent envisager à terme une incorporation de l'Autriche à l'Allemagne. Le KPE saisit l'occasion pour faire passer au premier plan la notion d'indépendance nationale et avec elle, de république démocratique. Promouvoir l'idée d'une nation autrichienne permettrait au KPE de réaliser une large alliance des forces d'opposition sous sa conduite. Une république démocratique allemande, imposée par la Troisième Internationale au KPD en 1937. Longtemps considéré comme un modèle, ses désaccords avec la politique de la Troisième Internationale fissurent le KPD. Les militants de la base perçoivent la nouvelle politique du 7e congrès de la Troisième Internationale en 1935 comme une défaite marquant la fin des illusions révolutionnaires, ce qui entache leurs relations avec les dirigeants moscovites. Cette crise dépasse le simple cercle du KPD et se répercute sur le groupe de direction de la Troisième Internationale. Certains membres du comité exécutif du Komintern, comme Wilhelm Knorin et Ossip Piatnicki, soutiennent les dirigeants du KPD. Le KPD a alors pour mission, en plus de combattre ces dissensions internes et d'œuvrer pour la révolution, de tendre à une politique de front populaire antifasciste. Cela revient à appliquer le modèle français au KPD, dont la situation est pourtant complètement différente. Rappelons qu'en 1918 à 1919, c'était précisément la coopération avec le social-démocrate Gustav Noske qui avait conduit à l'écrasement de la Révolution allemande, ainsi qu'à l'assassinat de ses représentants les plus emblématiques, Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. Wilhelm Pieck et Walter Ulbricht, soutenus par Franz Dahlem, s'opposent alors à Willy Munzenberg et se rangent aux côtés de Dimitrov en s'appropriant la nouvelle politique de front uni. À partir d'octobre 1936, une nouvelle direction opérationnelle à l'étranger, du KPD, composée notamment de Franz Dahlem et de Walter Ulbricht, s'installe à Paris. Les dissensions internes persistent, ce qui conduit, en mars 1937, à l'abandon d'un front populaire allemand pour privilégier l'idée d'une république démocratique. Le KPD n'approuve qu'avec réticence cette orientation car elle correspond à un déclassement du Parti communiste allemand, alors considéré comme incapable de diriger une révolution. Cette stratégie orientée vers les masses représente une formidable opportunité pour le KPE, alors considéré comme un parti de second ordre, de jouer enfin un rôle moteur dans l'histoire de son pays. L'objectif du KPE, l'application de la théorie de Klar avec la création d'un Front national autrichien. De leur côté, les dirigeants du KPE ne rencontrent pas les mêmes doutes que leurs homologues allemands. Envisager une éventuelle occupation de leur territoire par l'Allemagne soude les communistes autrichiens, autour d'une lutte de libération nationale. En réaction à l'invasion de l'Autriche par l'Allemagne le 11 mars 1938,
Anschluss, le comité central du KPE lance un appel patriotique. Peuple d'Autriche. Défends-toi. Applique ce mot d'ordre, rouge blanc rouge jusqu'à la mort. Loin de faire l'unanimité, c'est précisément cette théorie nationale qui accroît le clivage entre le KPE et les Revolutionär-Sozialisten, les anciens sociodémocrates autrichiens. Suivant l'exemple des austro-marxistes autrichiens Otto Bauer et Fritz Adler, les RS continuent de défendre l'idée d'une révolution pangermanique, c'est-à-dire englobant l'Allemagne et l'Autriche comme s'il ne s'agissait que d'une seule entité, héritée de Marx. Lors de leur exil, en juin 1939, les militants du KPE organisent, dans la banlieue parisienne et avec l'aide du PC SFIC, le plénum d'Amsterdam. À nouveau, ils exhortent les Autrichiens de toute tendance à former un vaste front de libération. Les idées de libération nationale, point 1, sont associées à une libération sociale, point 2, à un combat pour la paix, point 3, et à une lutte pour le rétablissement d'une république autrichienne indépendante et démocratique. Les réflexions au sujet de la réalisation d'une démocratie d'un ordre nouveau sont toutefois stoppées en août 1939 après la signature du traité de non-agression germano-soviétique. Il s'agit d'accords diplomatiques et militaires garantissant la neutralité des contractants en cas de conflit entre l'une des deux parties, c'est-à-dire l'Allemagne ou l'URSS, et une puissance occidentale. Dès lors, l'URSS doit ménager les dirigeants nazis, notamment en faisant abstraction de l'Anschluss. La conférence de Draveil en janvier-février 1939. L'adoption du concept de République démocratique allemande par le KPD. 6 mois plus tôt, du 30 janvier au 1er février 1939, se tient à Draveil, en région parisienne, le 14e congrès du KPD dit Conférence de Berne. Parmi les participants, 2 personnalités tiendront un rôle de première importance. Wilhelm Pieck, futur dirigeant du KPD en exil à Moscou, et Otto Niebergall, qui prendra la tête des réseaux de résistance allemands en France. Leurs interventions confirment qu'ils se situent dans la ligne politique de Dimitrov. Franz Dahlem, successeur d'Ulbricht en tant que secrétaire du KPD en France, intervient également au sujet du Front uni. Le principal enjeu annoncé est la chute du nazisme. 2 autres notions y sont adjointes, à savoir la mise en œuvre d'un front populaire et la question de la reconstruction de l'Allemagne après la guerre portant sur la nouvelle République démocratique allemande. Ainsi, la conférence de Berne constitue un trait d'union entre la période qui précède et celle qui suit la guerre. Pourtant, le programme ne s'adresse pas à la nation allemande tout entière. S'il défend les petites et les moyennes propriétés, il prône en revanche la nationalisation des grands domaines. Ce programme vise à rassurer les réfractaires au sein de la classe moyenne et à exproprier les détenteurs de vastes propriétés agricoles. Il promet également l'unité et l'indépendance de l'Allemagne, qui aurait sa place parmi les autres nations. Ce point revient à assurer qu'il n'y aurait pas de deuxième diktat de Versailles, même si l'Allemagne venait à perdre la guerre. On peut cependant s'interroger sur la nature de cette future démocratie, qui agirait librement. Le nouveau régime est censé rendre impossible un fonctionnement instable comme celui de la République de Weimar et un retour du fascisme grâce à la démocratisation fondamentale de l'appareil d'État. Cette expression ne laisse-t-elle pas supposer qu'en cas de victoire soviétique, et sous couvert de ce qu'on appellera après la guerre une dénazification, le KPD infiltrerait les administrations du nouvel État allemand? L'URSS contrôlerait l'Allemagne et étendrait discrètement son influence, sans violence notoire. Cependant, au vu de la situation en Allemagne, à savoir la dictature hitlérienne qui a interdit leur parti, et la défaite du camp des républicains lors de la guerre d'Espagne, nombre de militants du KPD et du KPE se retrouvent sur le territoire français. Dans ces conditions, quelle peut être la portée de leurs actions s'ils ne sont pas actifs dans leur propre pays? Quelle que soit la réponse, cette question est rapidement suspendue, comme nous allons le voir dans les sections suivantes, durant toute la durée du traité de non-agression germano-soviétique. L'absence d'une presse entre août 1939 et juin 1941, signe de la crise des bases du KPD, du KPE. Retracer l'histoire du PC SFIC, puis du KPD et du KPE présents en France du 23 août 1939, date de la signature du traité de non-agression germano-soviétique,
au 22 juin 1941, lorsque les armées de Hitler attaquent l'URSS, comporte plusieurs difficultés. Les sources se raréfient car les militants passent d'une existence légale ou semi-légale à une clandestinité complète. Certains sont internés, d'autres se cachent et les communications en France, mais aussi avec la Troisième Internationale, deviennent de plus en plus difficiles. Or, Staline modifie rapidement son positionnement et prend de court les dirigeants de la Troisième Internationale qui, à leur tour, surprennent les partis communistes avec de nouvelles directives. Nous avons vu que la relation au sein du mouvement communiste est censée être réciproque entre la base et la direction, c'est-à-dire que les informations doivent circuler dans les deux sens et s'enrichir mutuellement. Mais avec des communications difficiles ou interrompues, les militants réussiront-ils à prendre le relais des dirigeants moscovites? Par ailleurs, le KPD ne profite-t-il pas de sa situation d'exil et de parti clandestin en France pour échapper aux directives soviétiques? Les militants du KPE peuvent-ils tirer avantage de la situation pour rendre leur parti visible, et avec lui les revendications liées à la nation autrichienne? Durant cette période trouble, il est essentiel de bien identifier et de distinguer les différentes organisations clandestines qui se restructurent ou se créent. Souvent, par exemple, les témoins associent la réorganisation du KPD à la création du TA, ce qui aboutit à différentes datations pour la création du TA, allant de l'automne 1940 à l'hiver 1941 à 1942, ainsi qu'à une confusion quant au rôle joué par certains militants. De fait, en juin 1940, Dimitrov et Torres demandent d'organiser un travail parmi les troupes d'occupation, et il faut attendre un an en juillet et septembre 1941 pour que les premiers tracts et journaux paraissent. À ce moment-là, le KPD et le KPE apposent leur signature à certains articles. Ce n'est qu'à partir de mars 1942 que les textes ne sont plus revendiqués par l'un des deux partis, ce qui suppose la volonté de dépasser le cadre des partis nationaux. Pourtant, l'hypothèse d'un TA qui serait une organisation internationaliste semble paradoxale dans ce contexte. Si la Troisième Internationale s'efforce depuis une dizaine d'années de rendre ses sections nationales plus autonomes, on peut se demander pour quelles raisons elle ferait une exception pour le KPD et le KPE en France. En outre, si ce réseau est mu par des principes internationalistes, les références à une nation spécifiquement autrichienne ou à son peuple devraient disparaître des textes en même temps que la signature du KPE. Or, ce n'est pas le cas. Nous allons examiner ces événements dans l'ordre chronologique de leur apparition en nous intéressant, dans un premier temps, aux structures du KPD et du KPE. Puis nous nous pencherons sur la mise en place du TA avant d'en analyser les ramifications, notamment celles en charge de la presse. La confusion liée au traité de non-agression germano-soviétique en août 1939 et la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne en septembre 1939. Loin de faciliter la situation des militants du KPD et du KPE en France, une série de traités germano-soviétiques est signée. Le 21 août 1939, un premier accord commercial est ratifié, suivi le 23 août du traité de non-agression germano-soviétique et enfin, le 28 septembre, du traité germano-soviétique d'amitié, de coopération et de délimitation. En URSS, les dirigeants de la Troisième Internationale, surpris par les décisions diplomatiques de Staline et de son entourage, le sollicitent pour connaître son avis sur la ligne à adopter. Leur requête reste sans réponse jusqu'au 7 septembre 1939, lorsque Staline leur déclare abandonner la politique antifasciste, ce qui revient à gommer toute critique envers l'Allemagne, et renoue avec le concept de guerre impérialiste, qui implique une opposition au gouvernement bourgeois, comme la France et l'Angleterre par exemple. Dimitrov, comme on peut le voir dans ce télégramme envoyé à Torres le 1er septembre 1939, a anticipé le changement de cap décrété par Staline. Ne pas proclamer son soutien au syndicat Le Noir, gouvernement Daladier. On ne peut pas confier défense à un tel syndicat, gouvernement. En langage codé, Dimitrov demande au PC SFIC de ne pas soutenir le gouvernement français, c'est-à-dire de ne pas se soumettre à ses demandes. Pourtant, les députés communistes français font exactement le contraire en votant les crédits de guerre le 2 septembre 1939. L'internement des militants du KPD en France en septembre 1939.
La France déclare la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. En tant que communistes et ressortissants d'une puissance ennemie, les militants du KPD et du KPE sont donc considérés à double titre comme des ennemis par les autorités françaises qui prennent des mesures d'internement à leur encontre. Cette situation conduit à la paralysie des réseaux germanophones et freine toute activité qu'ils auraient éventuellement pu entreprendre. Dans 2 lettres datées des 4 et 12 septembre 1939, Dahlem, secrétaire du KPD en France, demande au président Daladier de permettre aux Allemands anti-nazis, y compris les membres du KPD, de combattre l'Allemagne aux côtés de l'armée française. Dahlem appelle les militants à se présenter aux autorités françaises pour se laisser enregistrer, ce qui conduit la plupart des Allemands et ex-Autrichiens, en tant que ressortissants d'une puissance ennemie, à être emprisonnés dans les camps d'internement. 15 ans plus tard, dans un texte conservé en RDA et qu'il faut donc considérer avec précaution mais dont le contenu nous paraît toutefois crédible, Dahlem fera la déclaration suivante afin de justifier ses positions de septembre 1939. Je suis cependant obligé de soulever la question, de savoir si les perspectives d'évolution en Allemagne après la signature du traité de non-agression germano-soviétique ont été bien ou mal évaluées, question qui a été envoyée par le camarade Ulbricht depuis Moscou au début de l'année 1940 comme directive aux fonctionnaires NDT, au sens de dirigeants salariés du parti, responsables du PC allemand en Scandinavie, en France et en Belgique, à savoir que les conditions pour un travail semi-clandestin voire peut-être même légal des communistes dans l'Allemagne hitlérienne se développeraient et que c'était la raison pour laquelle on devait donner l'ordre à tous les émigrés politiques qui ne devaient pas attendre à plus de 4 années de prison à leur retour, de se faire rapatrier légalement en l'Allemagne. Cette question a conduit à de vives discussions parmi les milliers de prisonniers y compris au camp du Vernet, et c'est seulement après avoir reçu confirmation à plusieurs reprises de la part de la plus haute direction du parti au sujet de la validité de cette directive qu'on a donné l'ordre avec mon accord, à un certain nombre de combattants de la guerre d'Espagne qui n'avaient pas été inquiétés, de se porter volontaires pour retourner en Allemagne pour entrer dans la DAF, Deutsche Arbeitsfront, Front de travail allemand, NDT, Association nationale socialiste des travailleurs qui regroupait entre autres, les anciens syndicats dissous en 1933 et organisé le travail antifasciste. La grande majorité des camarades qui sont restés, pour la plupart d'anciens fonctionnaires du parti, ont mené un combat héroïque contre ces départs pour l'Allemagne. Le témoignage de Joseph Meisel, lui-même ancien membre du TA dans l'organisation autrichienne, corrobore l'affirmation de Dahlem. Selon Meisel, lors du traité germano-soviétique, le parti assurait à ses militants qu'ils seraient épargnés par les nazis parce que l'URSS était alliée avec l'Allemagne. Dahlem prétend qu'il a relayé les directives, mais indique clairement qu'il les désapprouvait, et fait également allusion à une crise de confiance généralisée parmi les communistes internés au camp du Vernet. La chronologie des événements, le refus du traité germano-soviétique par certains militants du KPD et l'ordre de Dahlem, interroge. Dahlem aurait-il voulu soustraire les militants du KPD en France aux ordres de la Troisième Internationale ? La question de l'enregistrement des militants du KPD auprès des autorités françaises constitue, si ce n'est un point de désaccord, tout du moins une zone d'ombre dans les travaux des historiens. L'historien Ulrich Pfeil rapporte la position de Hans-Albert Walter, professeur de littérature à l'université de Hambourg, qui considérerait l'internement volontaire comme une opposition à la ligne officielle du KPD. Pfeil revient ensuite sur les propos d'Erwin Lewin, historien à Berlin, qui penche quant à lui pour une forme de protection. L'internement dans des camps français aurait permis aux membres du KPD d'échapper à des purges soviétiques. L'ordre de Dahlem, qui a entraîné l'internement des membres du KPD en France, soustrait les militants allemands aux directives de la Troisième Internationale dont ils ne comprennent pas, voire désapprouvent, la ligne. Mais en même temps, cette consigne précipite l'éviction de l'ancienne direction du KPD en l'entravant dans ses actions. Il paraît vraisemblable que la Troisième Internationale ait alors cherché à reformer une nouvelle équipe de dirigeants réellement actifs, et que ceux-ci aient tenté de s'imposer comme la direction légitime. Les réactions de l'ex-N2, responsable du KPD à Marseille au début de la guerre, illustre la difficulté des rapports entre l'ancienne et la nouvelle direction.
Bien qu'il soit lui-même qualifié de membre d'Utah, N2 aurait refusé tout contact avec les nouveaux responsables d'Utah, tels qu'Otto Nibergal par exemple. Dans son témoignage, N2 explique en effet qu'il redoutait l'infiltration du mouvement et a donc refusé d'obéir aux ordres. Au passage, on remarquera que l'histoire de la section de Marseille est seulement évoquée de manière marginale alors qu'il s'agit vraisemblablement d'un groupe important. Il est possible que l'historiographie d'Allemagne de l'Est ait voulu effacer la mémoire de l'ancienne direction, afin de présenter une histoire monolithique de la résistance communiste en général. De la même manière, elle ne présente que très peu les militants autrichiens sur lesquels nous allons revenir dès à présent. La réaction des militants du KPE entre août et septembre 1939. Une interrogation demeure cependant sans réponse au sujet de la période qui s'étend de septembre 1939 au printemps 1941. Les Autrichiens ont-ils calqué leur attitude sur celle des Allemands? Se sont-ils laissés répertorier puis internés par les autorités françaises? Les témoignages dont nous disposons n'apportent aucune information sur d'éventuels liens entre la direction du KPE et le PC, SFIC. Deux hypothèses paraissent plausibles. Certains d'entre eux, au contact d'Allemands, ont pu imiter le positionnement du KPD. Une partie des militants autrichiens auraient effectivement été emprisonnés dans des camps d'internement. Mais il est fort probable que le KPE ait disposé de ses propres structures. On constate également que les dirigeants du KPE ont une réaction à l'opposé de leurs homologues allemands, puisque nombre d'entre eux s'évadent. C'est le cas de Joseph Meisel par exemple, qui s'échappe lui-même du camp d'internement de Saint-Cyprien, vraisemblablement en compagnie d'Ottomar Strobel, d'Heinrich Fritz, d'Alfred Klar, de Hans Zippe et d'Albert Hirsch. On observe également le cas d'Oskar Grossmann, qui ne se présente pas au camp de Colombes. En tant que germanophones, ces militants du KPE qui sont libres même s'ils passent entièrement dans la clandestinité, ont donc un rôle de premier plan à jouer, tout à l'inverse de leurs homologues allemands dont les actions, comme nous allons le voir, vont être de plus en plus entravées. L'éviction de la direction du KPD à Moscou. Si l'organisation du KPD est fractionnée entre différents pays, ce parti nécessite d'autant plus une ligne cohérente. Or, la direction de la Troisième Internationale applique un traitement différent et spécifique aux militants du KPD en France. Tout porte à croire que les dirigeants de la Troisième Internationale s'interposent entre la direction du KPD à Moscou et les militants du KPD en France et qu'ils les empêchent de communiquer entre eux. Dans cette section, nous allons analyser de quelle manière les dirigeants de la Troisième Internationale s'emploient à évincer progressivement la direction du KPD à Moscou, et de quelle manière ils parviennent à diriger directement le KPD en France. Dans ce contexte, comment la Troisième Internationale adapte-t-elle sa ligne à la situation spécifique du KPD alors que ce parti est morcelé et représenté dans plusieurs pays? Si les directives de principe sont élaborées avec l'accord de Molotov et de Staline, c'est le plus souvent Wilhelm Pieck qui s'adresse aux militants du KPD de 1939 à 1941. Pieck est par exemple en relation directe avec les militants du KPD, exilés aux Pays-Bas et en Suède. Or, on remarque une différence de traitement vis-à-vis des militants du KPD présents en France. Pour ceux-ci, les messages transitent par les dirigeants du PC SFIC. Le 21 janvier 1940, c'est Dimitrov qui envoie l'ordre pour le redressement de la position politique de Dahlem à Maurice Tréand dans un télégramme. Répétons Dahlem, redresser sa position politique en rapport avec sa lettre à Daladier. Lui éclaircir qu'il est arrêté parce qu'il lutte pour la paix, pour l'Union soviétique et parce qu'il a rejeté soutenir l'impérialisme anglais et français dans cette guerre. Aucune mention n'est faite de Pieck ni d'aucun autre membre allemand de la direction du KPD en URSS. Ce recours au cadre français montre que le PC, SFIC, intervient sur ordre de la Troisième Internationale pour infléchir occasionnellement les décisions des dirigeants du KPD. Deux hypothèses peuvent expliquer cette différence de traitement. La première explication est pragmatique. Les responsables du KPD pour le territoire français étant internés, les dirigeants de la Troisième Internationale ont simplement utilisé le parti le plus proche géographiquement, en l'occurrence le PC SFIC, comme courroie de transmission. Cette méthode a déjà été employée. En septembre 1939, les liaisons étant rompues,
les dirigeants de la Troisième Internationale ont demandé aux partis néerlandais et suédois d'entrer en contact avec le Parti communiste britannique pour lui transmettre des directives. La deuxième explication est d'ordre idéologique et consisterait à évincer les dirigeants du KPD à Moscou et en France, tout du moins temporairement puisque Piech est devenu président de la RDA par la suite. Cette deuxième hypothèse nous semble tout à fait plausible au vu de l'attitude des dirigeants du KPD. En effet, au printemps 1940, ceux-ci, qu'ils soient en France ou en Union soviétique, semblent se soustraire temporairement aux ordres de la Troisième Internationale. De leur côté, Ulbricht et Piech renouent avec la propagande datant des années 1920 en préconisant la lutte de classe contre classe. Ainsi, le 6 avril 1940, Piech envoie un télégramme à tous les camarades allemands, en reprenant la tradition internationaliste et anticapitaliste. Solidarité internationale avec le prolétariat anglais et français, contre l'impérialisme pour la paix, contre l'oppression des peuples tchèques, polonais et autrichiens pour leur droit à l'autodétermination. Le capitalisme, c'est la guerre, la misère, la barbarie. Le socialisme, c'est la paix, la liberté, la vie heureuse. L'Union soviétique le prouve. Concrétisez les propositions à votre sens d'après ce que bon vous semble. Informez sur ce qui est fait dans le pays. Or, nous avons vu que Staline, pendant le traité de non-agression germano-soviétique, a demandé d'abandonner ses principes pour privilégier la dénonciation de l'impérialisme, et donc des gouvernements français et anglais. Dans ce contexte, les consignes de Piech évoquant les annexions territoriales perpétrées par l'Allemagne inquiètent les dirigeants soviétiques soucieux de maintenir le statu quo avec l'Allemagne. À notre avis, il est fortement probable que les dirigeants soviétiques aient tenté de reprendre le contrôle sur le KPD en organisant une nouvelle direction clandestine en France placée sous la tutelle du PC, SFIC. En outre, cette situation déjà délicate devient encore plus complexe suite aux événements de mai et de juin 1940 en France, sur lesquels nous nous proposons de revenir dès à présent. Le tournant de mai-juin 1940. Inscrire l'action des militants du KPD et du KPE en France dans la durée. Jusqu'au mois de mai 1940, les dirigeants de la Troisième Internationale préconisent le retour au pays pour les militants allemands et autrichiens. Le 16 avril 1940, Dimitrov envoie un télégramme à Fried. Dans un premier temps, alors que les militants sont emprisonnés dans des camps d'internement et que la situation entre la France et l'Allemagne semble s'enliser, Dimitrov demande aux communistes de retourner dans leur pays d'origine pour y reconstituer des relais de la Troisième Internationale. Cependant, l'attaque de l'Allemagne contre la France en mai 1940 bouleverse ses plans. Ce nouveau contexte contraint les militants allemands et autrichiens à rester sur le territoire français pour une période vraisemblablement longue. Ce changement dans l'appréciation de la situation est déterminant, car il pose la question de l'organisation des militants germanophones en pays étrangers et précède l'idée d'une organisation telle que le travail allemand. Or, de fin mai à fin juin 1940, l'émetteur-récepteur du PC, SFIC, est endommagé. La rupture des communications entraîne une certaine autonomie de la direction du PC, SFIC, dans ses actions, notamment parce que les dirigeants ignorent l'évolution des directives. En outre, le parti français se désorganise comme en témoigne par exemple l'éparpillement de sa direction. Au même moment, les militants du KPD et du KPE sont dispersés sur le territoire français, et il leur est désormais impossible de retourner dans leur pays d'origine. Cette situation déstabilise les dirigeants de la Troisième Internationale, qui s'efforcent alors de reprendre le contrôle. En conséquence, les dirigeants soviétiques envisagent le maintien du KPD et du KPE en France et dans ce contexte, l'aide du PC SFIC réorganisée sera de toute première importance. Ces modifications nous amènent à nous interroger sur la manière dont cette nouvelle direction prend en charge la gestion des réseaux de résistance étrangers actifs sur le territoire français. L'éviction de l'ancienne direction du KPD en France et les débuts du TA sous la tutelle du PC, SFIC. L'attaque déclenchée en mai 1940 prend fin le 22 juin 1940 lorsque la France et l'Allemagne signent un armistice. Une période d'accalmie débute, au cours de laquelle les militants dispersés devront être localisés et mis en contact. Pour les Allemands et les Autrichiens,
une nouvelle direction est mise en place avec à sa tête Otto Nibergal, qui n'était connu jusqu'alors qu'à l'échelle locale. Cette structure émerge sous la tutelle du PC SFIC et de la main-d'œuvre immigrée, MOI, représentée par Arthur London. Dans cette section, nous nous proposons d'analyser l'éviction définitive de Dahlem à la fin de l'été 1940, qui laissera place à une nouvelle direction du KPD en France. Tout d'abord, le 22 juin 1940, le jour même de l'armistice, Dimitrov et Thorez envoient un télégramme à Fraïd donnant l'ordre au PC, SFIC, d'entrer en contact avec les soldats allemands et d'organiser un travail politique sur le long terme. L'historien Roger Bourderon relie ce télégramme à la création du futur TA. Le PC, SFIC, n'a pas explicitement vocation à remplacer le KPD, mais la tâche demandée implique de mettre en place une structure avec des personnes parlant allemand, ce qui revient à rassembler les militants communistes germanophones sous l'autorité du PC SFIC. Ainsi, cette date du 22 juin 1940 constitue un tournant dans l'histoire du KPD en France. Elle correspond à l'organisation d'un nouveau groupe de dirigeants germanophones sous la responsabilité d'Arthur London, membre de la direction de la MOI, qui déclare « À partir de juin-juillet 1940, je devins membre du triangle dirigeant le groupe de combat de langue allemande au sein de la résistance. » Sans que nous n'en connaissions les motivations, Pieck et Ulbricht modifient radicalement leur position au cours de l'été 1940. Après une période contestataire au printemps 1940, ils adoptent de nouveau un positionnement conforme aux attentes de la Troisième Internationale. En août 1940, ils fustigent alors le comportement de Dahlem en France. Pour autant, les membres du comité central du KPD réfugiés à Moscou laissent la porte ouverte à une réhabilitation future de Dahlem. Ils ne prononcent pas immédiatement de sentence précise, mais demandent aux camarades du secrétariat du KPD à Paris de se soumettre en tant que responsables à une explication de vive voix au sujet de leur prise de position dès que l'occasion se présenterait. Le 25 septembre 1940, dans une lettre écrite au camp du Vernet, Dahlem répond aux dirigeants de la Troisième Internationale pour justifier sa position de l'époque. Depuis septembre 1939, plus personne n'a essayé de prendre contact avec nous. Des bruits sont survenus au sujet d'une condamnation de notre attitude, ce qui était bien compréhensible, mais également des bruits au sujet d'une mise à distance à notre encontre. Il ne nous restait plus qu'à accepter tout cela avec calme, provisoirement. On a attribué cet état de passivité absolue pendant presque une année aux milliers d'antifascistes du camp du Vernet, non seulement en raison de ses grandes difficultés, mais aussi à ses prises de position. Pour tous les membres des sections qui sont présents ici, il s'agit aussi d'une question de prestige et d'autorité de nos différents partis frères. Cette réponse semble confirmer la mise à l'écart que nous avions constatée au travers des messages cryptés, qui n'étaient plus directement adressés à la direction du KPD en France mais étaient transmis par le truchement du PC, SFIC. En septembre 1940, Dahlem est suspendu de ses fonctions au comité exécutif de la Troisième Internationale et au comité central du KPD. Une nouvelle direction du KPD est mise en place. La mise en place de l'organisation du TA par le KPD et le PC, SFIC, à l'automne 1940. Il semblerait que la priorité sur le terrain soit de remédier à la désorganisation des partis communistes, avant d'envisager une quelconque action. Selon les témoignages des militants allemands, le KPD se réorganise peu à peu entre l'été et l'automne 1940 à Toulouse. Le PC SFIC apparaît clairement comme un moteur dans la création du TA. Suite à l'ordre donné par Dimitrov le 22 juin 1940, il est logique que le PC SFIC sollicite le KPD. Else Fugger, alias Cécile, est alors l'un des agents de liaison du KPD. Son témoignage confirme ce travail commun et indique le partage des tâches convenues entre le KPD et le PC, SFIC. En décembre 1940, j'ai accompagné Walter Belling à Paris et après en avoir parlé au KPD, nous avons rédigé le texte pour un accord selon lequel les camarades allemands devaient être employés à un travail d'agitation politique parmi les soldats allemands à Paris. Les camarades français se sont engagés à distribuer le matériel d'éducation que nous aurions fabriqué à l'aide de leur groupe. Ce témoignage nous apprend que le PC, SFIC, met ses structures à disposition du KPD. Il explique la mention en français « Ce journal est destiné aux soldats allemands ».
Distribuez-le avec toute la prudence nécessaire, qui est imprimé sur tous les journaux du TA et du CALPO, parfois même sur les tracts. Si le degré d'influence du PC SFIC peut être sujet à caution, notamment au sein du CALPO, la position de cette mention montre que certains groupes du PC SFIC ont très certainement aidé le KPD et le KPE à distribuer leurs journaux et leurs tracts. Parallèlement à cette première prise de contact, Arthur London reçoit l'ordre de partir en zone sud au cours de l'automne 1940 afin de retrouver les responsables allemands et autrichiens repliés et dispersés en zone non occupée, pour ériger une organisation que nous allons détailler dans le chapitre suivant. L'autonomisation des sections nationales au sein du mouvement communiste lors de l'hiver 1940 à 1941. La naissance du Front national et du travail allemand. La Troisième Internationale éprouve de plus en plus de difficultés à respecter le centralisme démocratique, qui consiste à coordonner l'ensemble de ses sections à l'échelle mondiale depuis Moscou. Compte tenu des difficultés à ce moment-là, il devient urgent pour elle que les partis communistes nationaux prennent le relais pour la délester d'une tâche supplémentaire et passent directement à l'action dans leurs pays respectifs. Rappelons le contexte. Alors que le pacte germano-soviétique est toujours en vigueur, les relations entre l'URSS et l'Allemagne se tendent. Les crises chinoises. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.